Bonsoir à tous et messieurs, merci de nous rejoindre sur Gabon 24 pour cette édition d'information. En prélude à la fête des mères qui sera célébrée ce 27 mai, les entreprises, les coopératives et associations de femmes exposent leur savoir-faire à l'esplanade du Géant Casino à Libreville, comme nous le rapportent Chimène Sandra Sengon et Mirandangué dans son reportage. Les produits Made in Gabon sont présentés à l'esplanade Géant Casino Mbolo. Au cours de cette exposition qui annonce la fête des mères célébrée ce 27 mai, les femmes mettent à nu leur savoir-faire. Actuellement, nous présentons donc les produits de toutes les femmes de l'association. Donc, nous avons l'oseille assaisonnée, la pâte d'arachide, l'audica râpé, les confitures. Nous avons aussi les épices moulues, donc le gingembre, les épices comme le poivre, l'anis, le gingembre est mélangé. Nous les faisons nous-mêmes, donc en association, et donc nous pouvons les proposer aux Gabonais. Ce sont des produits 100% sécurisés. Certains produits exposés participent de la valorisation de la culture gabonaise. Voilà les paniers, c'est ce qui sert à amener au champ. Ça là, c'est ce qui peut faire le décor ou bien amener à la pêche. Ça là aussi, c'est pour les petites filles, pour apprendre à porter les paniers. Et les corbeilles là, ça sert à décorer ou à aller fouiller l'arachide. Et ça là, c'est pour les décoratifs, des mariages à la coutume surtout. Les calebasses, ça sert à mettre de l'eau, à décorer ou le vin de palme dedans. Fruit de la collaboration entre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et Géant Casino, cet étalage permet de présenter le savoir-faire artisanal de la femme gabonaise. Dialogue politique, les 4 commissions ont toutes présenté leur rapport au bureau du dialogue. La nuit du mardi était consacrée aux acteurs des commissions 1 et 2. Et l'ensemble des rapports a été remis aux co-rapporteurs des 4 commissions pour compiler le tout dans un rapport final qui sera remis au président de la République. Toutefois, une grande réunion de toutes les commissions aura lieu ce 24 mai pour finaliser le tout. Kinyangori, Bertrand Saga. Arrivées à échéance, les sessions paritaires entre l'opposition et la majorité se sont achevées dans la nuit de mardi par la plénière des commissions 1 et 2, les 2 dernières commissions à avoir présenté leur rapport au bureau du dialogue. La richesse et le caractère substantiel de ces rapports ont amené des échanges très fertiles qui ont permis par la suite de découvrir la richesse des propositions faites par les délégués de chaque commission, ce qui a amené in fine à l'adoption des rapports de la commission numéro 1 et des rapports de la commission numéro 2. Les échanges et les points de consensus issus des travaux des 4 commissions du dialogue ont été tous validés par l'ensemble des acteurs. Les 4 commissions ont rendu leur rapport aux co-rapporteurs du bureau du dialogue, qui se charge maintenant de rédiger le rapport général ainsi que les actes du dialogue à dater de ce jour. Reste aux co-rapporteurs de chaque commission de réunir l'ensemble des éléments consignés dans ces rapports pour livrer le rapport final qui sera remis au président de la République dans les tout prochains jours. Pour l'heure, les travaux qui se poursuivent visent à faire quelques réajustements en vue de parfaire le contenu de ces assises, qui entend mettre le Gabon sur le chemin de la modernité politique. Il faut noter que ce 24 mai, une grande rencontre des 4 commissions s'y tiendra dans l'optique d'harmoniser le contenu et le contenant du rapport général et les actes du dialogue. S'agissant du dialogue, la Direction générale du protocole d'État a l'honneur d'informer que la cérémonie de clôture du dialogue politique aura lieu le vendredi 26 mai 2017 au Palais de la Rénovation sous le très haut patronage de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Et les invités sont donc priés de présenter leur carton d'invitation à l'entrée grille d'honneur côté mosquée Hassan II. Le patrouilleur de la marine camerounaise, baptisé CNS Sanaga, qui a accosté au port de Vendo depuis le 18 mai avec à son bord une 50aine de soldats de la marine camerounaise dans le cadre de la coopération militaire prête à répondre à tout ce qui peut compromettre à la libre circulation des personnes et leurs biens dans le golfe de Guinée et particulièrement dans la zone D où le Cameroun et le Gabon disposent donc de la frontière maritime la plus longue. Ludmila Toutoum.
C'est dans le cadre de la coopération militaire avec le Gabon que le patrouilleur de la marine camerounaise, baptisé CNS Sanaga, a accosté le 18 mai dernier au port de Vendo. Les deux pays partagent des frontières maritimes aux confins du Golfe et conjuguent leurs efforts pour créer une force coexistive pour l'architecture de la sûreté et de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée qui est déjà menacé. Nous avons été reçus par le contre-amiral chef d'état-major de la marine et nous lui avons expliqué exactement de quoi il s'agit, pourquoi nous sommes présents et il nous a rassuré que nous allons travailler ensemble dans le cadre de la formation, de l'entraînement et de l'instruction afin que nous fassions un bloc pour ne plus évoluer en singleton, encore moins en vase clos ou encore en rang dispersé. La CNS Sanaga est opérationnelle surtout dans le contrôle de ces eaux et voudrait bien l'étendre dans le cadre de la sous-région, une sous-région très menacée par des actes illicites qui minent l'espace maritime. L'expertise des patrouilleurs de la marine camerounaise fait écho au sein des forces armées gabonaises. Le fait de nous connaître contribue à renforcer nos liens et à faciliter beaucoup de choses. Sinon, la coopération militaire se porte très bien. Nous sommes actuellement sur un bateau pavillon camerounais qui est à Libreville. C'est, comme on dit, la preuve de magnifier les relations entre le Gabon et le Cameroun. Et je peux vous dire quand même, depuis un moment, les choses ont pris un élan différent. Parmi les différentes violences, c'est la pêche illégale non réglementée et non déclarée qui, à ce jour, est la plus dangereuse. Les chalutiers interviennent dans les zones de reproduction et raquent des espèces rares reléguées par la piraterie maritime au deuxième plan. À Viafé, dans le département de Lokano, dans la province du Wolantème, nous sommes au nord du Gabon. Les habitants sont confrontés à plusieurs problèmes, dont celui des éléphants qui dévastent leurs plantations. Les barrières électriques n'étant pas encore construites, elles utilisent des méthodes propres à elles pour repousser les animaux. Mirandangé. Marcel Obam réside à Viafé, village situé à plusieurs kilomètres de la ville de Mindik dans la province du Wolantème. Dans ce village, les habitants se nourrissent pour la plupart des ressources issues de leur sol. Mais ils sont confrontés à plusieurs difficultés, ce qui les empêche de cultiver librement leurs champs. Le problème avec les éléphants, c'est un problème qui a daté. Quand on comprend, je ne peux pas vous dire la date. Parce que les enfants naissent, ils trouvent les éléphants, ils meurent. Même nos grands-pères, ils ont laissé ça. Donc c'est un problème qu'on ne peut pas imaginer la date que les éléphants ont commencé tel ou tel mois, telle ou telle année. Pour repousser les éléphants, les populations utilisent des méthodes propres à elles. Ce qu'on fait avec les éléphants, quand ils arrivent, on chasse avec les vieux fruits, avec les bâtons et tout. Parfois ils insistent. Nous aussi, on insiste jusqu'à quand ils vont fuir. Parfois on allume les vieux chambres ailleurs pour que l'odeur sorte. À la Lopé, région située dans le nord-est de la province de Logoï-Vindo, les barrières électriques connaissent déjà un franc succès auprès des habitants de Casamabika. Nul ne doute que de telles installations de ce côté permettraient de régler le conflit homme-faune dans cette partie du territoire gabonais. Le commerce du miel est très pratiqué sur l'étendue du territoire gabonais. Cette substance prisée par les populations est écoulée dans les marchés et carrefours. Comment s'approvisionnent les commerçants? Quels sont les tarifs? Les réponses à toutes ces questions dans ce reportage d'Uriel Abaga et de Jospin Boumadiaga. Cette semaine au Gabon, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, chargé de la mise en œuvre du projet Graines, a rencontré un nombre important d'acteurs du secteur apicole. Le but de cette réunion était d'encadrer l'activité de ces hommes et femmes qui se sont investis dans l'exploitation du miel et de permettre à l'État de jouir des retombées de l'apiculture. Notre rédaction a fait un tour dans une place commerciale de Libreville afin d'entendre les petits vendeurs de miel, une substance qui présente plusieurs variétés et qui provient des différents endroits à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ça là, c'est pour les moucherons, le miel doux. Ça, c'est le miel des abeilles. Nos fournisseurs nous amènent ça depuis Congo. Donc ça quitte Congo, on nous livre ça ici là. Et ils nous font ça cher. Parce que quoi, c'est recherché. Donc le miel des abeilles, il y a une quantité qui sort du Cameroun, une quantité qui sort de Mekambo, Makokusan. Il y a les pygmées qui viennent nous vendre ça ici. Les prix au détail sont tout aussi variés en fonction de la nature du miel, de sa qualité, mais aussi de la quantité voulue par l'acheteur. Il y a les litres de 10 000, il y a les bouteilles de 7 000, il y a les petites bouteilles, Merlot, à 3 000 francs. Et ça là, c'est 1 000 francs.
Une activité qui nourrit bien ceux qui la pratiquent. Ces derniers ne boudent pas leur plaisir. Je vends le miel depuis 5 ans. Je n'ai jamais eu d'inconvénient et j'ai mes clients. Cependant, comme plusieurs autres secteurs d'activité, celui du miel est victime d'une forte contrebande. Au Gabon, l'apiculture demeure artisanale. Industrialiser ce secteur serait bénéfique autant pour les apiculteurs que pour l'État gabonais. Allons pour ce communiqué de presse. Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes font état de ce que le Gabon aurait perdu son point d'échange au profit de la République du Congo. L'Union africaine, abusivement citée dans ses propos, sans fondement confirme que le point d'échange Internet du Gabon, GAB-IX, demeure le premier point d'échange régional RIXP de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Aussi, le ministère de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts rassure-t-il l'opinion nationale et internationale après vérification auprès de l'Union africaine que le point d'échange Internet du Gabon reste bien le premier point d'échange régional de la CESC. Alors en Afrique, et en Côte d'Ivoire, où des ex-rebelles ivoiriens démobilisés réclamant des primes similaires à celles des mutins qui ont ébranlé le pays la semaine dernière, qui ont bloqué donc lundi des accès à Bouaké, deuxième ville du pays, et Korogo. Le récit de Sveltna Gladys Maganga. Réclamant des primes similaires à celles des mutins qui ont ébranlé le pays la semaine dernière, des ex-rebelles ivoiriens démobilisés ont bloqué lundi des accès à Korogo et Bouaké, deuxième ville du pays, chassé la police et la gendarmerie du corridor sud d'entrée de la ville et empêche la circulation sur cet axe, le principal du pays, reliant au sud à la capitale économique du pays, Abidjan, et nord au Burkina Faso voisin. Avec ces grèves à répétition, à chaque 2 fois dans la semaine, on ne peut pas travailler. Vous voyez. Les camions sont bloqués du Congo-Décro jusqu'à Saint-Camille. 2 km de blocage. Il doit en avoir de même pour l'autre côté aussi, de Congo-Décro jusqu'à notre village. Dans ce genre de circonstances-là, vraiment, c'est dégueulasse. Lors de la mutinerie mi-mai, un démobilisé avait été tué à Bouaké par les soldats révoltés qui estimaient que les revendications des rebelles mettaient en péril le paiement de leurs primes. Nous demandons au chef de l'État que le montant, les primes qui ont été versées aux 8400 qui sont insérés dans l'armée, que ce même montant soit versé aux ex-combattants de la Suite 39 qui ne sont encore dehors, qui ne sont pas encore insérés dans l'armée. À Abidjan, une cinquantaine de démobilisés ont tenté de bloquer l'entrée nord de la ville, mais ont été refoulés par les policiers. Les démobilisés réclament 18 millions de francs CFA de primes, alors que les mutins ont obtenu 12 millions après leur nouveau mouvement de janvier et mai. Les démobilisés, dont le nombre est estimé à environ 6 000 à travers le pays, sont d'anciens rebelles qui n'ont pas été intégrés à l'armée, contrairement aux mutins. Une importante délégation gouvernementale s'est rendue lundi à Hal Hoceima, ville du nord du Maroc, théâtre depuis 6 mois de manifestations populaires pour y accélérer les projets de développement de la région, l'une des principales revendications des constatateurs. Récit de Lardigue Mamba. Conduite par le ministre de l'Intérieur, Adel Wafi Latit, la délégation comptant pas moins de 7 ministres est arrivée en fin de matinée dans la ville de Al-Hoceima, au nord du Maroc, théâtre depuis 6 mois de manifestations populaires pour évaluer les chantiers en cours dans la province et tenir des consultations avec des responsables locaux. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Aziz Akanouch, a visité le port où il a réitéré le soutien de l'État aux pêcheurs. C'est une visite du terrain pour rencontrer les pêcheurs et voir les 4 premiers mois de cette année, on a senti une amélioration au niveau de l'évaluation de la production du poisson. On a le double cette année, 40 millions de dirhams, ce qui est la valeur de la pêche par rapport à l'année 2016, qui avait connu 19 millions de dirhams. Les pêcheurs ont profité de l'occasion pour exposer leurs difficultés. Il y a des problèmes soulevés par les pêcheurs et qui concernent en particulier les filets de pêche, les sardiniers, qui sont attaqués par le dauphin noir, qui laissent des dégâts. Ils ont aussi soulevé la problématique du repos biologique du poulpe, car ils attendent le début de la pêche. Je leur ai dit que nous attendons les résultats des recherches scientifiques qui vont bientôt nous parvenir et nous espérons qu'ils reprendront la pêche à la fin du mois. La délégation a ensuite rencontré au cours d'une grande réunion des élus, des responsables locaux et associatifs, près de 300 personnes au total. Le gouvernement cherche à reprendre la main à Al-Hoceima, désormais une priorité, a commenté lundi la presse marocaine qui voyait dans cette visite une tentative de renouer le dialogue avec la population.
L'ex-ministre éthiopien de la Santé puis des Affaires étrangères, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, soutenu par l'Union africaine, a été élu directeur général de l'OMS. Il devient donc le premier Africain à occuper ce poste. Les détails avec Lartigue Moba. L'ex-ministre éthiopien de la Santé et chercheur renommé sur le paludisme. Âgé de 52 ans, l'Éthiopien Tedros Adhanom a été élu mardi nouveau directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. L'ancien ministre éthiopien de la Santé a remporté cette élection face à deux autres candidats, le Britannique David Nabarro et la Pakistanaise Sania Nashtar. C'est la première fois qu'un Africain va diriger l'une des agences de l'ONU les plus importantes. C'est un jour historique pour l'Éthiopie et pour l'Afrique, s'est exclamé à l'issue du vote l'ambassadeur éthiopien auprès de l'ONU à Genève. Le docteur Tedros prend la tête d'une agence qui a été notamment critiquée pour son manque de discernement sur la gravité de l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016 et qui a fait plus de 11 300 morts. La chinoise Margaret Chan a reconnu lundi lors d'un discours prononcé devant l'Assemblée mondiale de la santé qui réunit une fois par an les pays membres de l'OMS que l'épidémie avait pris tout le monde, y compris l'OMS, par surprise. Le nouveau directeur général doit continuer à œuvrer pour que l'OMS devienne plus efficace et plus transparente. L'Organisation mondiale de la santé doit être transparente sur la façon dont elle utilise ses ressources et sur ses résultats. Première ONG à réagir à cette élection, Gavi, l'Alliance du vaccin, s'est félicitée de l'élection du Dr Tedros, ancien membre de son conseil d'administration. L'élection s'est faite lors de l'Assemblée mondiale de la santé qui réunit tous les ans à Genève les États membres de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis le président sud-soudanais Salva Kiir a déclaré lundi un cessez-le-feu unilatéral en lançant un dialogue national destiné à mettre fin à la guerre civile, un processus controversé qui n'inclut pas son vieux rival Riek Machar. Gladys Maganga prend des détails. Salva Kiir, le président sud-soudanais, a déclaré lundi un cessez-le-feu unilatéral en lançant un dialogue national destiné à mettre fin à la guerre civile, un processus controversé qui n'inclut pas son vieux rival Riek Machar. Le processus de dialogue national, censé permettre de rétablir la paix, a été officiellement initié par la prestation de serment des 94 membres du comité chargé de le mettre en œuvre. I am also once again declaring a unilateral ceasefire effective from today. Je déclare également un cessez-le-feu unilatéral à partir d'aujourd'hui. Je demande en outre à la direction de l'armée populaire de libération du Soudan de l'observer immédiatement sur ses positions défensives. Bien sûr, tous ceux qui sont dans cette salle savent que le cessez-le-feu unilatéral ne peut être obligatoire pour l'autre camp. Of course, all of us who are soldiers in this hall know that unilateral ceasefire cannot be binding on the other side. Ce n'est cependant pas la première fois que Salva Kiir s'engage à déposer les armes depuis le début de la guerre civile en 2013 sans que cela ne se concrétise sur le terrain. Le président Kiir a renouvelé sa promesse d'ouvrir à tous ce dialogue à l'exception du leader de l'opposition, l'ex-vice-président Riek Machar, et de garantir la sécurité de tous les acteurs qui y participeraient. I therefore call upon the opposition leaders to embrace the spirit of Je demande donc aux dirigeants de l'opposition d'adopter l'esprit d'unité nationale et de se joindre au dialogue national. Ensemble, nous devons mettre fin à la violence dans le pays et travailler à la réalisation des nouveaux processus politiques et d'une cohésion sociale. And work towards achieving a new political dispensation and social cohesion. 2 ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3,5 millions de déplacés. Le mois dernier, l'ONU a dénoncé le non-respect flagrant d'une précédente promesse de cessez-le-feu unilatéral faite en mars par le président du Soudan. Le groupe État islamique a revendiqué mardi un attentat suicide qui a fait 22 morts, dont une fillette de 8 ans et d'autres enfants à la sortie d'un concert de la chanteuse pop Ariana Grande à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre. L'enquête se poursuit avec l'arrestation au sud de Manchester d'un homme de 23 ans en lien avec l'attentat, sans donner plus de précisions. Interview d'un témoin présent donc lors de l'arrestation. Le récit de Linda Gelmagonga. Une arrestation dans l'enquête menée pour mettre hors d'état de nuire les responsables de l'attentat qui s'est produit à Manchester lundi au cours d'un concert. C'était un jeune garçon. Il n'avait pas l'air d'être du genre à faire ce genre de choses. Il n'a pas crié, il n'a rien dit. Il avait juste l'air d'être effrayé de ce qui était en train de se passer.
Le groupe État islamique a revendiqué via les réseaux sociaux cet attentat qui a fait 22 morts et a laissé en état de choc ceux qui se trouvaient sur les lieux du drame. Nous avons vu plusieurs voitures qui se sont soudainement arrêtées et on a entendu des cris. Quelqu'un était plaqué au sol. Il y avait 4 voitures, je crois, et les policiers avaient le visage masqué. On ne pouvait pas les reconnaître. C'est la première fois que ça arrive dans cette zone. Cette zone de Sherton est assez paisible. C'est la première fois que ça arrive ici. J'ai un peu été choqué, oui, de voir ça arriver ici. Parce que d'habitude, c'est plutôt une zone calme. La police et les services de renseignement pensent connaître l'identité de l'auteur de l'attaque mort dans l'explosion, mais ne peuvent confirmer son nom à ce stade de l'enquête. Le président américain Donald Trump a appelé mardi Israéliens et Palestiniens à prendre des décisions difficiles pour la paix avant de quitter Jérusalem sans avoir jamais précisé publiquement comment il s'y prendrait pour obtenir ce qu'il appelait l'accord ultime. Larissa Matsumo. De ces rencontres lundi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem et mardi avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Bethléem en Cisjordanie occupée, Donald Trump lui-même personnellement décidé à les aider à parvenir à un accord, a retenu que les deux antagonistes voulaient la paix. Faire la paix cependant ne sera pas facile, nous le savons tous. Les deux côtés feront face à des décisions difficiles, mais avec la détermination des compromis et la croyance en la possibilité de la paix, les Israéliens et les Palestiniens peuvent arriver à un accord. L'appel à des décisions difficiles réminiscent de ceux lancés par ses prédécesseurs qui se sont cassés les dents sur le conflit représente le seul moment où Donald Trump ait exprimé ouvertement une relative attente vis-à-vis des deux parties. Sinon, au cours de son séjour de moins de 30 heures, son premier depuis sa prise de fonction, Trump s'est gardé d'évoquer la solution à 2 États impliquant la création d'un État palestinien indépendant. Cette solution reste la référence d'une grande partie de la communauté internationale. Mais le président américain lui-même avait alarmé les Palestiniens en février en prenant ses distances avec elle. Trump n'a évoqué le conflit israélo-palestinien qu'en termes généraux, déclarant vouloir faire tout son possible pour aider Israéliens et Palestiniens à faire la paix qui les fuchit depuis presque 70 ans. Donald Trump est arrivé mardi soir à Rome, sa première étape européenne depuis qu'il est président des États-Unis, pour une rencontre mercredi matin avec le pape François. Le récit de Miguel Mabica. Donald Trump est arrivé mardi soir à Rome, sa première étape européenne depuis qu'il est président des États-Unis, pour une rencontre mercredi matin avec le pape François. Mercredi, le président américain doit rencontrer au Vatican à 6h30 GMT le pape François, avec lequel les sujets de dissension semblent nombreux: obstacles à l'immigration, libéralisme économique, vente d'armes, peine de mort. Mais les deux hommes pourraient aussi se focaliser sur leurs points communs, comme la lutte intransigeante contre l'avortement. Il s'agit de la 3e étape d'un voyage qu'il a déjà conduit en Arabie Saoudite, ainsi qu'en Israël et dans les territoires palestiniens, et qui doit se poursuivre à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN et en Sicile, où il assistera au G7 de Taormina. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir regardés. Restez sur Gabon 24. L'information continue.